Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quelles entreprises, quel nouveau monde? De quel type d'entreprise s'agit-il? Ce sont des entreprises qui ont révolutionné le monde économique et social des XXe et XXIe siècles. Dès les années 1960, des entreprises imaginent déjà les opportunités qu'offrent les recherches scientifiques du domaine électronique. Et pourtant à cette période, les entreprises les plus puissantes se trouvent dans les industries des métaux, General Steel, Usinor Pechiney, des énergies thermiques et électriques, General Electric, de la chimie organique, DuPont de Nemours, Rhône-Poulenc, et bien sûr de la construction automobile, General Motors, Ford, Chrysler, Renault. Aujourd'hui, plusieurs de ces secteurs sont en déclin et des entreprises mythiques comme Ford ou General Motors connaissent de graves difficultés, sans parler de celles qui ont disparu dans les industries minières. De quel nouveau monde s'agit-il? Non, bien sûr, il ne s'agit pas de la découverte de l'Amérique, même si elle est bien présente avec des entreprises notoires. Le nouveau monde de notre propos est celui qui est dominé par l'informatique, les télécommunications et toutes les implications de l'électronique. Les entreprises de ces domaines ont progressivement restructuré en profondeur l'environnement économique et social à l'échelle planétaire. Elles ont construit le style de vie individuel de tous les jours aussi bien dans le domaine professionnel et que dans le domaine familial. Comment identifier ces entreprises bâtisseuses? Il nous faut délimiter le champ d'investigation. Nous écarterons naturellement les secteurs des industries traditionnelles des métaux, de la chimie, de l'énergie, du bâtiment, travaux publics et de la construction des matériels de transport. Comme il n'est pas possible d'aborder tous les aspects de la recherche scientifique, on ne s'intéressera pas non plus aux secteurs qui touchent l'individu pour ses besoins élémentaires d'alimentation et de santé, c'est-à-dire les secteurs de l'agroalimentaire, de la médecine, de la pharmacie et parapharmacie et de la cosmétologie. Finalement, nous réduirons le champ à celui du secteur de l'électronique au sens large, considérant qu'il est central pour notre nouveau monde. Dans ce secteur, nous sélectionnerons des entreprises qui ont révolutionné notre mode de vie, en sachant saisir des opportunités leur permettant de construire, peut-être mieux que d'autres, un environnement économique favorable à leur développement pour se créer une forte notoriété. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles dominent le monde informatique et celui des télécommunications et inquiètent même parfois les gouvernements par leur puissance. Nous rajouterons cependant à la liste des entreprises technologiques bâtisseuses du Nouveau Monde, 2 cas particuliers. Ces 2 cas sont exemplaires de 2 réussites exceptionnelles. Le premier, Tetra Pak, montre que dans une industrie mature, il est possible grâce à l'innovation de retrouver une position concurrentielle très profitable. Le second, Virgin, illustre l'esprit d'entreprise sans compétences scientifiques particulières mais avec un grand sens des affaires. Il faut comprendre que le propos n'est pas de dresser une liste exhaustive des entreprises qui ont révolutionné les comportements humains planétaires depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit simplement de chercher à comprendre le développement exemplaire de certaines ayant acquis une très forte notoriété, qui dominent le monde économique et qui peuvent influencer parfois aussi les décisions politiques des États. Le choix des entreprises est naturellement entaché d'arbitraire mais il reste guidé par quelques critères simples, des critères généraux et des critères spécifiques. Parmi les critères généraux, on peut citer la notoriété internationale de l'entreprise, sa durée de vie et naturellement la taille en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires. Ces critères demeurent cependant trop larges pour effectuer un choix suffisamment sélectif. Les critères spécifiques sont déterminants dans le choix. Ils relèvent de 3 ordres, la technologie, l'innovation et la vision. Le critère technologique sélectionne les entreprises qui exploitent une technologie à base d'électronique, d'informatique ou de télécommunications. Le critère d'innovateur retient essentiellement les entreprises qui ont su mettre en œuvre à un moment donné une innovation de rupture qui bouleverse en termes technologiques, commercial ou stratégiques un domaine d'activité. Le critère de visionnaire permet de retenir les entreprises qui ont su anticiper des évolutions technologiques et commerciales, à l'origine de profonds changements dans les comportements et modes de vie individuels. Comment organiser la présentation des cas? Même avec ces critères, il reste toujours délicat de classer les entreprises dans des catégories distinctes.
Très souvent l'innovation de rupture, à l'origine de nouvelles activités, donne lieu à de multiples applications qui impliquent une activité globale hétérogène combinant des produits et des services, des aspects matériels et des aspects immatériels. L'activité globale des entreprises choisies évolue dans le temps par enrichissement de nouveaux domaines et change parfois profondément de nature. Finalement, seul le critère du lieu d'implantation du siège social reste un critère objectif et permet de définir 3 catégories d'entreprises: les américaines, IBM, Hewlett-Packard, Texas Instruments, Apple, Dell, Intel, Microsoft, Sun Microsystems, Oracle et Cisco Systems, Yahoo, Google, les européennes Nokia, Philips, Tetra Pak, Virgin et les asiatiques Nintendo, Samsung, Sony, Casio. On remarque assez rapidement que le développement de ces entreprises n'est jamais un phénomène isolé. Leur émergence et leur développement construit, à travers leur interdépendance, un vaste réseau qui préfigure le nouveau monde. En effet, si la plupart de l'entreprise retenue est à l'origine d'un nouveau produit ou service, leur croissance s'inscrit dans des relations de concurrence ou de coopération. On constate d'ailleurs qu'avec le temps, une relation de coopération technologique peut devenir par la suite une relation de concurrence, mais que le cas inverse est possible. Nous verrons que les chemins de croissance qu'elles empruntent finissent toujours à un moment donné par se croiser. Il est ainsi possible de mettre en lumière des situations d'affrontement concurrentiel, mais aussi des situations de coopération. La figure ainsi après indique des relations d'affrontement concurrentiel direct, flèche gauche-droite. Les entreprises sont présentées dans le sens des marchés amont vers les marchés d'aval, des produits intermédiaires vers le consommateur final. Figure 1, l'interdépendance concurrentielle des bâtisseuses. Figure 2, l'interdépendance coopérative des bâtisseuses. On observe que certaines entreprises sont au centre d'un réseau de relations comme IBM, Microsoft, Intel, Apple, Google ou Samsung. Pour préciser ces figures, le tableau numéro 1 ci-après donne quelques exemples d'affrontements concurrentiels directs mais aussi de coopération technologique sur une durée limitée. Tab. Numéro 1, affrontements et coopération. Si les entreprises sélectionnées ont su gérer avec pertinence leur développement, on notera que certaines, à travers leur réseau relationnel, ont enfreint la réglementation de la concurrence. Les autorités concurrentielles américaines, la FTC, Federal Trade Commission, et européenne, la Commission européenne de la concurrence, ont lourdement sanctionné ces entreprises. Microsoft et Intel sont parmi celles qui ont payé les amendes les plus lourdes, respectivement de 1,7 milliard de dollars pour 3 amendes et 1,06 milliard de dollars. Aujourd'hui, la FTC des USA s'inquiète de l'impérialisme de Google. Ce point sera examiné plus en détail dans les différents cas. C'est dans le nouveau monde de Christophe Colomb que l'on retrouve au XXe siècle les entreprises qui ont en grande partie construit le nouveau monde économique d'aujourd'hui. En effet, plusieurs entreprises américaines sont à l'origine de l'ère informatique et aussi de celle de la télécommunication. Ces entreprises voient le jour grâce à des entrepreneurs individuels visionnaires et charismatiques. Beaucoup de ces entrepreneurs de génie vont non seulement créer l'entreprise, mais aussi guider les choix stratégiques de sa croissance. Ainsi l'activité d'origine évolue, pour pérenniser l'entreprise et sa notoriété. On associe toujours le nom des fondateurs à celui de l'entreprise. Ceux-ci révèlent toujours des compétences exceptionnelles dans leur perception du monde économique. Pour la présentation, nous retiendrons finalement l'ordre chronologique de création des entreprises. Nous avons retenu 12 entreprises américaines. Elles ne donneront cependant lieu qu'à 10 études de cas, jugeant préférable d'associer dans 2 études 2 entreprises présentant de similarités fortes. Ainsi, nous étudierons ensemble Hewlett-Packard versus Texas Instruments d'une part, Sun Microsystems Oracle versus Cisco Systems d'autre part. La liste des entreprises américaines associées à leurs fondateurs est la suivante. IBM 1911, Herman Olrich, Charles R. Flint, Thomas J. Watson. Hewlett-Packard 1939, W. Hewlett D. Packard. Texas Instruments 1951, Cecil H. Green, J. Eric Johnson, E. McDermott, P.E. Hagerty. Intel 1968, Gordon Moore, Robert Noyce et Andrew Grove. Microsoft 1975, Bill Gates, Paul Allen, Steve Ballmer.
Apple 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak. Sun MICROSYSTEMSORACLE, 1982. Andy Bechtolsheim, Bill Joy, Vinod Khosla, Scott McNealy. Cisco SYTEMS, 1984, Leonard Bosack, Sandra Lerner. Dell 1984, Michael Dell. Amazon 1995, Jeff Bezos. Yahoo! 1994, David Filo, Jerry Yang. Google 1996, Larry Page et Sergey Brin. Les entreprises européennes ont aussi participé à la construction du mode de vie actuel. Elles sont moins nombreuses que les entreprises américaines, mais certaines ont cependant une notoriété internationale aussi forte. Nous en avons sélectionné 4 dont 2 répondent aux mêmes critères que ceux de la sélection des entreprises américaines. En effet, le choix de Nokia et Philips a été dicté par le critère de l'innovation technologique et celui d'un avantage concurrentiel pionnier. La présence de Tetra Pak et de Virgin peut surprendre. Nous avons retenu la première pour sa révolution du secteur de l'emballage et la seconde pour son originalité entrepreneuriale. Contrairement aux autres entreprises, elles ne sont pas animées par une culture scientifique. Elles illustrent la possibilité de réussir sur des marchés peu attractifs, ou de faire fortune en partant de rien. Elles participent toutes les deux à la construction du nouveau monde, par leur action sur la transformation des comportements de consommation. On a sélectionné Nokia 1865, Frédéric Idestam, Jorma Ollila. Philips 1891, Gérard et Anton Philips. Tetra Pak 1951, Ruben Rosing, Eric Wallenberg. VRGIN 1969, Richard Branson. Les entreprises asiatiques sont plus spécifiques au secteur de l'électronique ou au domaine du jeu. Pour le premier secteur, elles participent activement à son développement, avec l'esprit d'innovation ou de partenariat. Elles se montrent totalement originales, pour ce qui est le domaine du jeu. Comme pour les entreprises américaines, nous avons réuni dans une même étude Samsung versus Sony. On retiendra Nintendo 1889, Fusajiro Yamauchi, Gunpei Yokoi. Samsung 1938, Lee Byung-chul. Sony 1946, Masaru Ibuka, Akio Morita. Casio 1957, Tadao Toshio Kazuo et Yukio Kashio. Dans la mesure où il est difficile de retenir un seul critère discriminant, et comme notre objectif n'est pas non plus d'établir une typologie ou une segmentation des entreprises, nous les présenterons en retenant simplement leur date de naissance. Nous irons des plus âgés vers les plus jeunes. Les entreprises du vieux continent sont les plus anciennes, mais leur activité d'origine s'est profondément modifiée dans le temps, pour participer à la construction du nouveau monde. L'Orient n'est pas absent de ce premier mouvement, mais on va voir arriver très rapidement un grand nombre d'entreprises américaines. Afin d'organiser la présentation, nous distinguerons 2 générations d'entreprises. La première regroupe les entreprises qui sont nées avant les années 1960, parfois au XIXe siècle ou après les périodes de guerre mondiale. La deuxième génération est constituée de 2 catégories d'entreprises. La première est celle des années de forte croissance économique entre 1970 et 1980, qui marque profondément l'ère informatique. La seconde débute dans les années 1990 avec la naissance d'Internet et des opportunités qu'il offre. Première Generation, les reconversions et les pionniers des années 1960. Connected People Forever? Nokia. Innover n'est pas jouer. Philips. Quant Adventures. Nintendo. Big Blue and Black Periods, IBM. L'affrontement des empires d'Orient, Samsung versus Sony. Les grands calculateurs, Hewlett-Packard versus Texas Instruments. Emballé pratique et écologique, Tetra Pak. Souriez et ne bougez plus. Casio. DEUXIEM Generation, l'âge d'or des années 1970 et la naissance d'Internet. Inside and Outside Intel. European Dream. VRGIN. Windows are closed Microsoft. La pomme d'API et les iPoms, Apple. Relier, communiquer, Sun MICROSYSTEMSORACLE versus Cisco Systems. Build the Compute Itself Dell.
Know how to wait. Amazon. When free becomes profitable, Yahoo versus Google et Microsoft. Le tableau numéro 2 ci-dessous donne un aperçu de l'importance de ces entreprises aujourd'hui. Il fournit des informations sur les effectifs et les chiffres d'affaires dans les années 2000. Il ne s'agit nullement d'une statistique précise, mais simplement d'ordre de grandeur permettant de mieux situer le poids relatif de chaque entreprise étudiée. Tab. Numéro 2 Dimension et nationalité des bâtisseuses. Si l'on peut observer dans ce tableau des différences de taille en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires, toutes ces entreprises ont su accéder à une notoriété et une présence internationale qui s'étalent dans la durée. Comment analyser une entreprise sélectionnée? Pour chaque cas étudié, nous adopterons le même format d'exposé, la présentation de l'entreprise, les annexes, les questions à débattre et quelques pistes de réponse. Précisons rapidement ces 4 points. Histoire et stratégie. La rédaction du cas indique les origines de l'entreprise et les grandes phases du développement correspondant à son histoire et à sa stratégie. Elle met particulièrement l'accent sur les caractéristiques novatrices de l'entreprise et l'implication de son ou ses fondateurs. Annexes. Les annexes fournissent quelques informations spécifiques. Elles peuvent concerner des dates charnières, des innovations majeures, des exemples de produits ou des points de vue d'observateurs extérieurs. Elles donnent parfois aussi des informations financières sur les performances de l'entreprise. Question. L'histoire du développement soulève différentes questions à débattre. Les questions retenues sont des questions possibles, mais d'autres peuvent aussi être soulevées par une lecture différente du cas. L'interdépendance des entreprises, que nous soulignons en renvoyant à d'autres cas que celui étudié, permet de construire des problématiques différentes. Éléments de discussion. Les éléments de réponse suggérés ne prétendent évidemment pas donner des solutions clés en main. Ces éléments peuvent être complétés par d'autres données. La lecture du cas peut être aussi différente de celle dont découlent les questions. Il ne s'agit en réalité que de quelques pistes de réflexion, que l'on cherchera dans la mesure du possible à replacer dans des référentiels théoriques. Il importe par ailleurs de souligner ici que toutes les entreprises retenues ont déjà fait l'objet d'études approfondies sous différentes formes. Études de cas pédagogiques, articles de recherche, articles de revues académiques ou de presse grand public et des ouvrages entiers pour certaines. En réalité, chacune de ces publications répond à un objectif qui peut être l'application d'outils de gestion, l'analyse d'une fonction de l'entreprise, son analyse financière, l'analyse de sa structure d'organisation ou de sa stratégie à un moment donné ou encore l'analyse approfondie de son management. Notre objectif est un peu différent. Naturellement, chaque cas constitue en soi son propre domaine d'étude. Mais au-delà, il a semblé intéressant de réunir ces cas dans un même ouvrage afin de mettre en lumière leurs interconnexions. Comme nous l'avons suggéré antérieurement, plusieurs des entreprises retenues entretiennent entre elles des relations de coopération ou de concurrence frontale qui permet de mettre les cas en situation d'interdépendance. Tableau numéro 3. Tab numéro 3, interdépendance des cas. En bref, il s'agit d'offrir une synthèse qui montre à la fois les bâtisseuses, les différents cas présentés, et leur construction du nouveau monde, le tissu relationnel de coopération et de concurrence. Chaque cas de bâtisseuse insiste sur la chronologie du développement, les innovations majeures et le rôle central des dirigeants visionnaires. Nous avons naturellement essayé d'exposer les histoires et les stratégies de la manière la plus objective possible, à l'aide de la documentation indiquée à la fin de chaque partie. Malgré cela, nous ne pouvons garantir une totale exactitude et neutralité. En effet, la communication, la notoriété, le charisme des fondateurs ont influencé notre perception. Nous n'avons cependant pas l'ambition de produire un document scientifique d'historien, mais seulement d'offrir un panorama stratégique d'entreprises qui devenues célèbres. Au final, la lecture combinée des histoires doit alors permettre de mieux comprendre la structure économique du monde d'aujourd'hui. Première Generation, les reconversions et les pionniers, des années 1960. Les fondateurs et les dirigeants de plusieurs entreprises, créées parfois au XIXe siècle, vont saisir les opportunités technologiques qui s'offrent après la Seconde Guerre mondiale. Ils se montrent souvent visionnaires,
et l'on trouve parmi ces entreprises des sociétés américaines, asiatiques et européennes. Les différents cas montrent la capacité des responsables à penser et à agir, au-delà de leurs frontières et de leur culture. Les entreprises que l'on regroupe dans cette première génération ont une date de naissance antérieure aux années 1960. Néanmoins, leur essor et leur notoriété se réalisent souvent beaucoup plus tard dans les années 1980 ou même les années 1990, Nokia, Nintendo. En revanche, certaines vont rapidement assurer leur suprématie, IBM, Hewlett-Packard, Texas Instruments. Toutes les entreprises sélectionnées sont pionnières sur un domaine grâce à leur effort de recherche et développement, et une gestion efficace du processus d'innovation. À noter aussi que parmi elles, certaines ont réussi une reconversion profonde de leur activité d'origine pour saisir les opportunités économiques d'une époque, Nokia, Nintendo, Casio. Pour respecter l'ordre chronologique des créations, nous examinerons successivement les cas de Nokia 1865, Philips 1891, Nintendo 1889, IBM 1911, Samsung 1938 versus Sony 1946, Hewlett-Packard 1939 versus Texas Instruments 1951. Connected People? Forever? Nokia. La quasi-totalité du monde ignorait Nokia, hormis quelques habitants de pays nordiques européens qui utilisaient ces bottes en caoutchouc. Et puis brutalement Nokia a envahi presque toute la planète avec ses téléphones mobiles. Ce cas illustre une reconversion fondamentale, conduite par un dirigeant visionnaire qui a su saisir une opportunité technologique soutenue par une communication efficace. Ainsi Nokia a pu accéder ainsi à une position de leader mondial dans la téléphonie mobile. Cela ne signifie pas que ce leadership soit éternel, et l'entreprise doit affronter des concurrents dynamiques qui contestent activement ce leadership. Ce cas permet d'analyser les conditions de réussite d'une stratégie de restructuration d'une entreprise et les actions à mener pour conserver des potentialités de croissance. Il peut également donner lieu à une analyse dynamique de la concurrence et des relations d'interdépendance des entreprises du domaine. Enfin, ce cas peut aussi être relié avec ceux de Samsung et Apple. Histoire et stratégie. Nokia a son siège social en Finlande et occupe un effectif d'environ 120 000 personnes pour un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards d'euros. Après avoir mis en lumière les raisons de la naissance de Nokia, on pourra s'intéresser aux différentes phases qui ont marqué le développement de l'entreprise depuis une trentaine d'années pour aboutir à une position de leader. Un OPPORTUNITES, Relations et diversification. La société Nokia est fondée en 1865 par Fredrik Idestam, 1838 à 1916. Elle est constituée par une usine de fabrication de pâtes de bois, utilisée pour le papier. Une seconde usine sera construite assez rapidement. À partir de 1898, Nokia devient Nokia AB et étend son activité en s'adjoignant Finnish Rubber Works, un pôle de production de caoutchouc. Mais dès 1902, l'activité initiale est de nouveau élargie à la production d'énergie électrique. À l'aube de la Première Guerre mondiale, en 1912, Nokia se lance dans la production et la distribution de câbles électroniques pour les entreprises. Une société filiale Finnish Cable Works est créée. En l'espace d'une cinquantaine d'années, Nokia semble très attentive aux changements économiques de la société et prendre place dans des domaines clés. Il en est ainsi pour le développement de l'électricité et du télégraphe, après la Seconde Guerre mondiale. Les relations et l'expérience de V.B. Weckmann, PDG de Nokia, vont donner à l'entreprise de réelles opportunités de croissance. Grâce à son relationnel, Nokia obtient un contrat avec la Russie pour réparer le réseau électronique détruit pendant la guerre. En 1960, la branche électronique se développe avec Finnish Cable Works. Un appareil électronique est créé dans le but d'analyser des centrales nucléaires. En 1963, la société poursuit encore sa diversification avec une nouvelle activité de téléphone radio pour l'armée et les services de secours. Ce seront ensuite des modems qui seront fabriqués en 1965. Finalement, en 1967, pour mieux contrôler la diversification touche à tout,
les dirigeants réorganisent le groupe en créant Nokia Corporation, résultat de la fusion de Nokia AB, Finnish Rubber Works, Finnish Cable Works. Elle comporte 5 domaines d'activité: le papier, le caoutchouc, le câble, l'électricité et l'électronique. 2 HESITATIONSSTRATEGIQUES et innovation. Dans les années 1970, Nokia se développe principalement sur son activité caoutchouc et les bottes très connues et appréciées par les Finlandais. Nokia exploite aussi sa branche électronique avec la production de postes de télévision pour devenir le 3e constructeur européen. Pressentant l'ère informatique, elle met au point des systèmes de transfert de données informatiques et crée sa propre marque d'ordinateurs Micromico vendus en Finlande. Dès 1979, Nokia développe la téléphonie en créant Mobira Oy, une société de fabrication de radiotéléphones en partenariat avec Salora, le leader de la télévision en Finlande. En 1981, le premier réseau international de téléphonie cellulaire est déployé en Scandinavie. Nokia est chargé de la fabrication des téléphones de voiture. Les premières productions téléphoniques de Nokia verront le jour en 1982 avec le DX200, un commutateur téléphonique numérique fixe. Mais c'est en 1984 que le constructeur proposera le tout premier téléphone mobile, le Mobira Talkman. C'est un téléphone très encombrant qui reste en permanence dans les véhicules. L'entreprise ne s'arrête pas là. Nokia imagine et met au point en 1987 un mobile de poche, le Mobira Cityman, 800 grammes environ pour un prix de 4 500 €. Il sera surnommé Gorba grâce à la photo du portable avec Gorbatchev. Nokia soigne sa communication. 3 visions et recentrage. 2 événements vont accélérer l'essor de Nokia et son leadership futur. En 1987, la technologie GSM devient la norme de téléphonie européenne. En 1992, l'ancien banquier Jorma Ollila devient PDG de Nokia. Visionnaire d'une évolution exponentielle de la téléphonie mobile, ce dernier décide d'abandonner toutes les activités historiques de l'entreprise pour se concentrer uniquement sur la téléphonie mobile. Ainsi Nokia lance son premier téléphone mobile GSM en 1992, le Nokia 1011. Il pèse 475 grammes, utile une batterie rechargeable au nickel-cadmium, permettant une autonomie de 90 minutes de conversation et 12 heures de veille. En 1994, le Nokia 2100 est né avec une nouvelle fonctionnalité Tune, sonnerie musicale. Il sera vendu à 20 millions d'exemplaires. En 1997, Nokia ajoute un jeu sur ses téléphones, le Snake que l'on trouve dans le modèle Nokia 6110. Nokia devient leader de la téléphonie mobile. Le chiffre d'affaires du groupe a quintuplé de 1996 à 2001, en passant d'environ 6 milliards d'euros à plus de 50 milliards. En 1991, le quart du chiffre d'affaires est en Finlande, mais dès 1992, les exportations vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie ne cessent d'augmenter. Avec l'arrivée d'Internet et pour tenter de conserver sa place de leader, Nokia propose en 1999 le tout premier téléphone WAP, le modèle Nokia 7110. En 2002, Nokia lance son premier téléphone 3G, le Nokia 6550 puis le Nokia 7650 avec APN, 2 mégapixels, et le Nokia 3650 permettant la capture vidéo. 4. Retour à la diversification. Les orientations stratégiques des années 2000 s'inscrivent dans l'essor d'Internet et comportent 2 grandes directions: l'innovation dans le mobile, le hard, mais aussi les services, le soft. 4.1 Les orientations hard. Dans les années 2000, Nokia se dote d'un centre de recherche et développement qui réfléchit à l'évolution de la téléphonie mobile dont la croissance s'essouffle. Fidèle à sa culture, il convient de saisir des opportunités sous toutes les formes au regard des évolutions économiques prévisibles. À côté de cela, la concurrence s'intensifie, les innovations se multiplient et des erreurs stratégiques sont possibles. Nokia exploite l'open innovation. Des partenariats sont noués avec de grandes universités telles le Massachusetts Institute of Technology, l'Université de Stanford, l'École polytechnique fédérale de Lausanne et l'Université de Cambridge. C'est avec cette dernière que Nokia crée le Morph, un téléphone conçu dans un matériau insensible à l'humidité,
capable de changer de forme et rechargeable à l'énergie solaire. Notons ici que Nokia a raté le virage des mobiles à clapet et n'arrive que tardivement sur les écrans tactiles. Nokia s'aventurera aussi sur le marché des consoles de jeux portables avec la N-Gage commercialisée en 2003. Nokia conçoit en 2006 une tablette Internet Wi-Fi axée sur Linux nommée Nokia N800, puis Nokia N810. La tablette possède de nombreuses fonctionnalités lui permettant de jouer le rôle d'un assistant personnel. On observe que pour cette action Nokia entre en concurrence avec des fabricants de netbooks comme Asus ou MSI. Dans cette période du début des années 2000, ce sont les smartphones, assistants personnels intelligents, qui prennent le relais de croissance de la téléphonie mobile classique. Apple avec le iPhone occupe une place de leader, voire qu'à Apple, partagé avec RMI et ses modèles de BlackBerry rapidement, de nombreux concurrents arrivent sur ce marché qu'il s'agisse de concurrents classiques de téléphonie mobile comme Sony Ericsson, W995, Samsung, C6625, LG, Arena, mais aussi de nouveaux concurrents tels Google, Magic et Palm Pre. Pour suivre cette nouvelle tendance, Nokia propose aussi un smartphone, le N97. Durant la période 2001 à 2006, le taux de croissance mondial annuel moyen de la vente de téléphones mobiles a été de 23,6%, mais avec des écarts importants. Il a été d'un peu plus de 12% aux USA, mais de moins de 10% en Europe et au Japon. Il est très élevé dans les pays émergents. 80% en Russie, 60% au Kenya, plus de 40% en Égypte, entre 20 et 30% en Amérique du Sud. L'Asie-Pacifique reste la région qui reste la plus consommatrice, mais l'Europe occidentale et les USA sont aussi des régions demandeuses pour des marchés de renouvellement. Le taux de croissance mondial de 2007 est d'environ 16% avec une tendance à la baisse, et un taux de 8 à 9%. Finalement, l'entreprise structure sa gamme de mobiles autour de 3 modèles. Modèle de terminaux proche de l'iPhone, modèle à clavier étendu et modèle à clavier coulissant. Les smartphones apparaissent la nouvelle opportunité. En 2009, Nokia considère que la frontière entre les smartphones et les netbooks, mini-PC, n'est pas encore nettement définie. L'entreprise décide alors à cette période de lancer un netbook, le Nokia Booklet 3G, équipé de processeurs Intel et du système d'exploitation Windows de Microsoft. En réalité, avec le développement des smartphones et des mini-PC, Nokia s'éloigne de son cœur de métier dans la téléphonie pour se rapprocher de l'informatique. 4.2 Les orientations soft. Nokia a intégré les évolutions du marché du téléphone mobile des années 2007 à 2009. Faut-il parler d'un point d'inflexion stratégique du marché ? En tout cas, il importe de trouver des relais de croissance pour conserver une position concurrentielle forte. Olli-Pekka Kalavo, le PDG de Nokia en 2009, estime que le mobile est une nouvelle façon d'aller sur Internet pour y trouver de l'information, des jeux, de la musique. L'objectif de l'entreprise est de fédérer en un seul endroit les contenus, les rendre plus accessibles et permettre aux développeurs indépendants ou aux groupes de médias de toucher une audience plus large, les Échos 17/2009. Il apparaît nettement que pour Nokia les services et les contenus sont de véritables relais de croissance. De manière symétrique à la boutique de téléchargement App Store de Apple, Nokia développe Ovistore. L'imitation ne se limite pas à la plateforme, il s'étend au système d'exploitation. De manière parallèle au système d'exploitation OS Android de Google pour les smartphones et les netbooks, Nokia développe Symbian OS pour ses produits. Sur ce marché, l'entreprise affronte encore de nouveaux concurrents comme Apple, Microsoft, RIM et Google. Annexe. Annexe 1, situation concurrentielle et rivalité. Il est relativement difficile de comparer Nokia et ses rivaux directs. Les zones de concurrence évoluent puisqu'elles concernent celles du téléphone mobile, celles des smartphones et des tablettes Internet et celles des services. Pour la téléphonie mobile, l'entreprise est d'abord entrée en concurrence avec des entreprises qui ont quitté ce domaine assez rapidement comme Alcatel-Lucent, Siemens, voire Ericsson qui a préféré la solution de la coentreprise avec Sony. Par la suite, Nokia se heurte pour son domaine principal à des entreprises très diversifiées comme Samsung, LG et Motorola. Les parts de marché des différents constructeurs ne sont pas figées, et l'on observe quelques progressions différenciées dans les années 2000.
Selon les périodes, il peut y avoir de légers changements de position, mais à titre indicatif, ces parts restent relativement stables. Tableau numéro 1. Tableau numéro 1. Répartition du marché des téléphones mobiles en 2008. On constate une domination nette de Nokia sur des rivaux directs en progression comme Samsung, Motorola et LG. Mais le tableau numéro 1 ne reflète pas totalement la situation concurrentielle de Nokia. En réalité, les concurrents de Nokia sont divers et ils évoluent dans le temps. Les domaines d'activité des concurrents de Nokia peuvent être spécifiques ou variés, et leurs dimensions très différentes. Le tableau numéro 2 fournit quelques informations sur des concurrents directs et indirects. Tableau numéro 2, concurrence directe et indirecte. En 2009, la situation concurrentielle de Nokia est fragilisée par une évolution du marché de la téléphonie mobile. Nokia a accédé à une position de leader sur une gamme de téléphones mobiles classiques et un niveau de prix relativement faible. La demande du marché a évolué vers des téléphones mobiles de haut de gamme à écran tactile et surtout vers les smartphones. Pour ces derniers, deux entreprises sont leaders, RMI et Apple, mais des fabricants s'adaptent rapidement comme LG ou Samsung. Annexe 2. Quelques chiffres sur les performances financières. Il est intéressant d'observer quelques évolutions sur 5 années du chiffre d'affaires, tableau numéro 3 et numéro 4, et du résultat opérationnel de Nokia, tableau numéro 5. Tableau numéro 3. Evolution du chiffre d'affaires de Nokia. Milliards €. Le tableau montre que le chiffre d'affaires a quasiment doublé en 5 ans. Tableau numéro 4. Répartition géographique des ventes de Nokia. On observe que Nokia reste une entreprise européenne, dans la mesure où plus de 40% de son chiffre d'affaires est en Europe. Nokia évite les Amériques. Tableau numéro 5. Evolution du résultat opérationnel de Nokia. Milliards €. L'évolution du résultat opérationnel est parallèle à celle du chiffre d'affaires, puisque ce résultat est doublé en 5 ans. Annexe 3, note sur la notion d'hypercompétition. Ère d'Avni, l'hypercompétition, ed. Vuibert, 1994. Ère d'Avni avance la notion d'hypercompétition pour qualifier la concurrence actuelle de certaines industries. Avec l'hypercompétition, Ère d'Avni 1994 propose une vision rénovée de la concurrence. Il met particulièrement l'accent sur les questions de déséquilibre et de volatilité des positions concurrentielles acquises. Il estime que l'observation de 4 composantes permet de considérer qu'une industrie s'inscrit dans un processus d'hypercompetition. Une évolution rapide et instable de la demande des consommateurs. Une évolution rapide des connaissances et savoirs de base, KBV, des entreprises. Un poids réduit des barrières à l'entrée. Un accroissement du nombre d'alliances entre entreprises. Afin de valider plus nettement ces composantes, LG. Thomas, 1996, s'appuie sur une étude empirique réalisée sur 200 industries américaines du secteur manufacturier sur la période 1958 à 1991. Ces résultats vont dans le sens de l'hypercompétition et confirment l'analyse de Ère d'Avni sur les modifications de la nature de la concurrence. Plus récemment encore, G. McNamara PM. Valère et C. Devers 2003 se demandent si finalement l'hypercompétition est un phénomène véritablement nouveau. En effet, beaucoup d'époques ont connu des changements industriels importants et les managers estiment le plus souvent que leur environnement est instable et incertain. Même si l'hypercompétition n'apparaît pas comme une forme entièrement nouvelle de concurrence, on peut en retenir la remise en question permanente des avantages concurrentiels acquis. Il en découle aussi une perspective différente de la stratégie. En effet, il s'agit moins pour l'entreprise de rechercher à tout prix un avantage concurrentiel durable et défendable, que de se doter des moyens et capacités permettant de renouveler les avantages. Selon Ère d'Avni, 1994, l'objet de la stratégie est d'entretenir régulièrement des perturbations concurrentielles afin de créer des déséquilibres favorables à l'entreprise. C'est cette capacité de perturbation et de mouvement qui constitue l'essence de la stratégie, et que doit maintenir l'entreprise dans le temps. Le plus important est sans doute d'adopter une perspective dynamique de la stratégie qui s'inscrit réellement dans la durée.
Cette perspective adaptée de la stratégie permet alors de s'interroger sur l'évolution de l'avantage concurrentiel dans le temps. Partant alors de l'hypothèse selon laquelle l'avantage concurrentiel n'est que relativement durable, l'analyse des manœuvres stratégiques des firmes occupe une place centrale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.